Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle émission scintillante. Aujourd'hui, je reçois Solveig, qui est médium spirit et clairvoyante. Son ouvrage de non-zen à médium est paru aux éditions Symbiose. Bonjour Solveig et bienvenue dans mon univers féerique. Bonjour Valérie, j'aime beaucoup les fées. Alors je Ah, suis vraiment encore plus heureuse d'être avec une belle personnalité comme vous euh, qui avez accès au monde des fées. merci beaucoup, merci de votre confiance. Alors, avant que vous nous parliez de votre ouvrage, qu'est-ce que c'est une médium spirit? Pour celles et ceux qui n'ont pas accès à ces dimensions. Pour moi, la médiumnité spirit, c'est avant tout le contact avec l'au-delà, avec les défunts, avec ce monde spirituel. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs courants. Vous avez ce courant spirit qui vient aussi d'Angleterre avec un enseignement très particulier. Mais pour moi, c'est simplement de poser ce que je suis, c'est-à-dire avec cette capacité du contact direct avec les défunts et les guides spirituels. Voilà, pour moi, c'est ça, être spirit. Et alors, vous avez un parcours incroyable. Vous avez beaucoup voyagé, beaucoup bougé. En lisant votre ouvrage, j'ai même eu l'impression qu'à certains moments, vous avez beaucoup fui, Hein. finalement. Est-ce que c'était aussi, alors c'est mon ressenti, vous allez me dire si c'est aussi ce que vous avez vécu. Je pense qu'il y avait une part aussi de protection à travers ces différentes fuites, ces différentes pérégrinations, et en même temps, elles ont été tellement riches d'enseignements pour votre évolution et pour ce que vous aviez à expérimenter ici et maintenant. Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire que d'abord, j'ai fui mes parents. J'ai fui la première fuite, c'est Votre la père, fuite voilà, du milieu familial. Je m'enfuis de chez mes parents. Je suis très jeune, j'ai 18 ans. À l'époque, on n'est pas majeur. Et donc, c'est une fuite, effectivement, pour quitter un milieu qui est quand même difficile, avec une relation très tendue avec mes parents. Et donc, je vais m'enfuir et je serai ramenée par Interpol. Donc, c'est quand même un contact assez violent avec cette police internationale qui va m'arrêter en Italie, en fait. Et puis, je vais fuir pendant plusieurs années aussi avec mon premier mari, qui est recherché par la police, puisque il refuse de faire le service militaire. Et donc, à l'époque, on emprisonnait les insoumis. Et donc, nous sommes obligés de fuir en permanence. On a toujours peur d'être arrêté. On a toujours peur de. Moi, j'ai toujours peur qu'ils le mettent en prison, etc. Et puis, alors c'est vrai, vous êtes la première à me le faire remarquer sur cet esprit de fuite, d'aller toujours plus loin, de s'en aller, de couper les amarres un peu, de couper les attaches. Et c'est quelque chose, en fait, qui me marque encore aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à l'heure actuelle à rester connectée, si je puis dire, avec les gens que j'aime. Je pense à eux beaucoup, mais j'ai toujours cette tendance que demain je les aurai plus, ou je les verrai plus, ou qu'il faut que je m'en aille. Ou j'ai quand même cette espèce de d'ADN du voyage en moi et du départ. Moi, j'ai toujours envie de partir quelque part. C'est assez curieux, mais bon, c'est comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais. c'est ouais, ouais, c'est et alors comment on vit cette peur, au quotidien? Parce que quand on est jeune, qu'on est recherché, en plus vous avez, très peu de moyens, quand on lit votre Mm, ouvrage, vous vous dé mm. c'est un peu, à la débrouille quoi, et aux Ah bah, rencontres, parce que vous ouais, faites des rencontres quand même incroyables, avec des gens qui vous ouvrent leurs portes, qui ouais. vous, accompagnent aussi dans des domaines un peu nouveaux pour vous. Oui. Ben, je pense que le hasard des rencontres, qui n'est pas un hasard, moi j'ai eu la chance incroyable de rencontrer des gens qui m'ont, apporté une force, qui m'ont montré que,
heu, il y avait toujours, quelque chose de spirituel chez les gens que je rencontrais et donc c'était absolument incroyable parce que c'est des gens qui nous aimaient pour ce que nous étions. On n'était pas jugés, contrairement à l'époque, à la société qui nous jugeait en tant que hippies et cetera. Et on m'a toujours montré qu'il y avait, heu, autre chose que ce qu'on voit et qu'il fallait aller chercher au-delà de soi-même et je pense que moi j'ai eu une chance inouïe. On m'a là-haut, ils m'ont mis des gens sur la route qui m'ont fait évoluer. C'est pour moi, c'est un cadeau. J'ai reçu ce cadeau d'avoir toujours dans les pires moments, des gens qui apparaissaient dans ma vie pour m'aider à passer un cap. Je ne sais pas si c'est donné à tout le monde, mais en tout cas, j'ai toujours eu la sensation d'être très, très protégée, d'avoir une sorte de protection au-dessus de ma tête, dont je n'avais pas du tout conscience, hein. C'est avec les années et le recul que maintenant je sais à quel point j'ai été protégée. Vraiment, parce qu'il y a eu des fois où j'ai échappé à la mort, où j'ai échappé, heu, à au viol. J'y ai mais vous voyez, à des choses très graves et comme si d'un seul coup, il y avait une main secourable qui arrivait de nulle part et qui m'aidait à m'en sortir. Donc je il m'a fallu du temps, beaucoup d'années pour comprendre qu'en fait, j'étais protégée par mon oncle. J'ai un oncle décédé très jeune, il avait 24 ans et Ouais. il est décédé, il était parachutiste, il est décédé pendant la guerre d'Indochine et c'était le meilleur ami de mon père. Il m'a fallu beaucoup de temps pour savoir que c'était lui qui avait toujours été là. Alors ça, c'est un cadeau incroyable, quoi. Et Mmh. est-ce que c'est pas aussi au fait que vous êtes, médium et que du coup, même de manière inconsciente, il y avait cette connexion toujours avec, avec vos guides? Vous avez cette, cette sensibilité depuis enfance et c'est dans la lignée, maternelle, non? Alors oui, effectivement, alors ça c'est pareil, hein. Moi je suis issue d'une famille où les femmes ne disaient absolument pas ce genre de choses. Ma maman était médium et sa mère était également médium. Alors ça, c'était le secret familial parce que, c'est des femmes qui n'en parlaient pas. C'était un peu un sujet tabou, ma grand-mère avait eu beaucoup de difficultés avec son propre père à cause de cette médiumnité parce que ma grand-mère Yvonne, elle prédisait beaucoup. Oui, voilà, elle prédisait, elle ressentait un peu les catastrophes éventuelles. Alors à chaque fois, c'était des drames familiaux, parce qu'on lui disait: «Tais-toi, tu ne peux pas, prédire des choses pareilles» et puis à chaque fois, ça se produisait. Puis, ma grand-mère, était mariée avec mon grand-père qui lui était absolument, totalement hermétique à tout ça et ce qui fait qu'elle pouvait pas, évoluer dans cette pratique et en parler. Alors, c'était vraiment le sujet tabou. Quand cette médiumnité est sortie pour moi, eh bien, ça a été, une révélation parce que ma maman m'a expliqué toute cette histoire familiale que j'ignorais complètement, quoi. Mmh. Mmh. Alors c'est vrai que la médiumnité m'a évité beaucoup d'écueils, c'est certain, mais j'en étais pas du tout consciente. Non, mais pendant vos pérégrinations, vous aviez quand même des contacts, avec le monde subtil? Parce que parfois vous rencontriez une personne et derrière elle, vous voyiez un défunt. Parfois, ça vous démangeait d'aller, diffuser le message que cet être cher disparu voulait absolument, transmettre à la personne, bien vivante. Bah, c'est toute la question Valérie, c'est compliqué parce que, c'est une vraie question en fait. Quand les gens vous ont rien demandé, quelle est la bonne attitude? Moi, il y a eu un moment où j'avais beaucoup de défunts, j'allais dans un magasin par exemple, ça m'est arrivé une fois, c'était drôle, j'étais en train dans un magasin de vêtements et je n'arrivais pas à regarder les vêtements parce qu'il y avait une femme défunte à côté de moi et elle me disait: «Je suis morte il y a pas longtemps, je veux parler à ma fille est à côté de vous». Vous voyez comme c'est délicat parce qu'effectivement, il y avait une femme à côté de moi qui regardait, les cintres avec les vêtements et je me suis demandé si c'était important de lui dire ou pas et finalement je me suis dit: «Bah, cette, défunte, elle veut vraiment témoigner à sa fille qu'elle est là». Alors je lui en ai parlé, je lui ai dit: «Écoutez, excusez-moi, on ne se connaît pas, mais voilà, j'ai votre maman qui est décédée, qui est juste à côté de moi, je suis médium.
ne prenez pas peur et voilà, votre maman veut vous faire passer le message qu'elle va bien et que, bah, elle veut vous montrer qu'elle est là, qu'elle est présente et qu'il y a une survie de l'âme quelque part. Alors bon, je vous dis pas la tête de la dame, hein, c'était quand même assez, impressionnant parce qu'elle était partagée entre la croyance que ce que je lui disais était vrai et le fait que j'étais une folle dingo et que je racontais n'importe quoi. Alors, j'ai vu quand même qu'elle était touchée, ça l'a beaucoup émue et elle s'est quasiment enfuie du magasin. Alors ce jour-là, je pense que j'ai bien fait de le dire. Mais parfois, quand les gens vous ont rien demandé, on peut se poser la question du bien-fondé. Moi, il me semble que les messages sont là pour être transmis, mais parfois c'est pas le bon moment. C'est Donc, ça. Ouais. il faut être capable de doser, de savoir si ce moment est juste ou pas. Mmh. Donc, c'est à moi de faire le tri, quoi. Ouais. Je partage votre point de vue puisque je suis aussi médium, donc Oui, je sais la délicate, mission quand effectivement le défunt, lui, nous presse oui, et oui, effectivement, en plus, il y a un décalage au niveau, des fréquences mmh, et du timing et mmh. parfois c'est pas possible parce que l'autre n'est pas en capacité d'accueillir. Exactement. Et il y a un exemple que j'ai trouvé, extrêmement, extraordinaire dans tous les sens, du terme, si je puis dire. C'est quand vous êtes face à ce policier aussi et que vous lui transmettez ce message et c'est d'une émotion incroyable. Ah oui, merci. Alors, je vous explique. Je suis à la gendarmerie d'un village tout près de chez moi pour déposer une plainte pour maltraitance. Ma maman est morte dans un EHPAD, malheureusement victime de maltraitance médicale et je suis, donc, devant je rentre dans le bureau de ce gendarme, c'est une gendarmerie et je suis reçue par le dirigeant de cette gendarmerie, le gendarme en chef. Je m'installe en face de lui et quand je lève la tête, je vois une vieille dame debout derrière lui et instinctivement, je dis à cette femme défunte: «Oh non, pas maintenant». Je m'entends lui dire: «C'est pas le moment, je vous en prie, pas maintenant». Et elle me fait des sourires, elle est là, avec ce sourire incroyable et ce jeune gendarme, il a une quarantaine d'années et donc il enregistre ma plainte et puis il a les larmes aux yeux et je me ren il n'arrête pas de me regarder dans les yeux et de me dire que l'histoire de ma mère le touche personnellement. Alors c'est rare quand même que le Mmh. gendarme, rentre dans votre intimité. Mais il n'en dit pas plus et moi je vois cette dame debout derrière lui et je suis décidée à ne rien dire du tout et les guides de l'au-delà me disent: «Dis-lui, tu peux lui dire, il va l'entendre. Tu peux le faire, dis-le lui». Alors je prends une grande inspiration et je dis à ce gendarme: «Excusez-moi monsieur, vous savez, je suis médium et votre, grand-mère est debout derrière vous». Et là, se passe une émotion indicible chez ce gendarme et il me dit: «Ma grand-mère est morte il y a 8 jours dans un EHPAD». Donc c'est pour ça qu'il était touché par l'EHPAD et je me retrouve, moi qui viens poser une plainte, en train de faire une séance sauvage à ce gendarme et je commence à lui faire une séance de médiumnité dans le bureau. Alors je vous c'est quand même assez extraordinaire de vivre des instants comme ça et je me suis dit, bah, voilà, c'est pour ça que je suis une médium en fait, c'est pour aider ces gens et même si c'est incongru, même si c'est pas, programmé à l'avance, merci de me faire vivre des moments intenses. Alors l'histoire ne s'arrête pas là parce que bon, il a été évidemment, très troublé et il m'a envoyé une gendarmette quelques jours après. Il m'a envoyé sa femme, il m'a envoyé sa belle-sœur, enfin c'était assez un moment, fabuleux et donc pour moi c'est des cadeaux. C'est des cadeaux à la fois, bah, c'était un cadeau pour cet homme qui était triste, qui avait perdu sa grand-mère. Je me souviens qu'elle lui parlait de ses chats, elle lui a parlé de ses chats et puis,
c'est merveilleux de pouvoir vivre ça. Moi, je me dis: «Mais je re-signe demain matin pour ça, quoi», parce que c'est trop beau. Ça signifie, finalement que les liens de l'amour ne se brisent jamais Exactement, et que ouais, nos âmes sont éternelles. absolument, ouais, et ça, c'était magique. Et alors, comment vous avez rencontré le bouddhisme et vous êtes devenue, nonne zen? Alors, j'avais 22 ans, j'habitais Strasbourg. Mon voyage de hippie avait pris fin à Strasbourg parce que j'avais 2 enfants très jeunes et puis qu'il fallait s'installer quelque part parce qu'on ne pouvait pas trimballer les enfants dans le dos comme on le faisait éternellement. Il y a un moment, vous avez quand même le sentiment qu'il faut se poser quelque part et donc on s'est posé et mon mari, m'a quittée du jour au lendemain. Il est parti. Alors, c'est très compliqué à 22 ans de se retrouver, abandonné. Il est parti sans dire un mot, hein. Il est Mmh. parti, vous savez, il y a une chanson, il est parti chercher des cigarettes. Et En vous, c'est fait, de la il est bière? et moi, il est parti chercher de la bière et il a disparu. J'ai fait, tous les hôpitaux, la morgue, enfin tout ce qu'on fait dans ces cas-là et jusqu'au moment où quelqu'un là-haut m'a dit: Mmh. «Bon, il est parti quoi, il est bien vivant, mais il est plus là». J'allais, c'est drôle parce qu'il y avait un restaurant macrobiotique végétarien que je fréquentais tout le temps, qui était tenu par Cookie Dingler. C'est rigolo, Ah oui? femme libérée, ouais, ouais, Oui. et donc c'est des gens que j'ai connus dans ma jeunesse, ils étaient plusieurs, ils avaient ce restaurant végétarien. À l'époque, il y en avait un pour tout Strasbourg et c'était des musiciens, il y avait une ambiance, formidable et là-bas, il y avait plein de moines zen qui mangeaient. Et c'est comme ça que je suis arrivée dans le zen parce que j'ai rencontré le dirigeant du dojo et puis, il a senti ma détresse, hein. Il a senti que j'étais fragile, que c'était paumé en fait, que c'était dur et très gentiment, il m'a suggéré de venir pratiquer. Il m'a dit que ça me ferait du bien. Alors moi, je lui disais: «Oui, oui, 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 je viendrai». Bon, j'étais pas vraiment motivée, pas plus que ça. Je savais ce que c'était le zen, hein, j'avais déjà lu plein de livres et cetera, mais enfin de là à y aller. Alors Mmh. j'avais envoyé en avant-première, j'avais envoyé une copine. Mmh. J'ai dit à ma copine, j'avais une copine, je lui avais dit: «Bah, vas-y toi et puis tu me diras comment ça se passe». Alors elle y est allée et elle est devenue une très grande nonne. Alors ça, Mmh. c'est extraordinaire. Elle était coiffeuse et puis elle est devenue une grande nonne. On s'est perdu de vue depuis des années, mais je l'oublie pas. Et puis, moi, j'ai suivi le mouvement, j'ai fini par y aller aussi. Alors, ça a été, un changement radical, pas tout de suite, mais petit à petit, j'ai acquis de la force, une force, personnelle, une force, morale, un ancrage plus important et puis, j'avais le sentiment d'avoir une famille de cœur, c'est très important parce que, on est une communauté, hein, c'est une communauté de moines et de nonnes. Alors on ne devient pas moine, comme ça du jour au lendemain. Moi, il m'a fallu plusieurs années et puis, à un moment donné, si on se sent prêt, il faut se sentir prêt, eh bien, on fait la démarche auprès du maître japonais. Moi, c'était maître Deshimaru. J'ai fait la démarche de lui faire une lettre et de demander, à recevoir l'ordination. Alors voilà, j'ai été ordonnée nonne, c'est un engagement à vie, après, vous savez, ça a beaucoup changé, dans le zen parce que lui, il est décédé. Après, il est mort en 82. Donc il y a eu, d'autres maîtres qui sont arrivés. Enfin après c'est les choses évoluent, mais je suis une nonne, jusqu'au fond de moi-même, quoi et il y a pas un jour où où l'enseignement que j'ai reçu, heu il y a pas un jour qui passe où cet enseignement n'est pas présent. L'enseignement, je l'utilise beaucoup aussi pour les conférences, pour les médiumnités en public. Le zen, c'est ma formation, quoi. Je suis une médium non zen, quoi. Mmh. Je peux pas dissocier les 2. Ouais. Quand on est non zen, vous parliez d'engagement, quels sont ces engagements? Parce que vous étiez obligés de vivre sur place ou pas du tout? Parce que vous parlez de communauté. Comme vous aviez déjà 2 enfants, comment ça moi je connais pas du tout, hein. Donc Alors, nous, la communauté s'appelle la sangha.
La Sangha, c'est la communauté des moines, des nonnes. Bon, vous avez certains moines et nonnes qui vivent dans le monastère, bien sûr, mais nous sommes aussi dans le social, comme on dit. Nous sommes des bodhisattvas et les bodhisattvas vivent dans la société. Donc, on peut se raser le crâne. Moi, j'ai eu le crâne rasé. Voilà, quand je me suis fait ordonner nonne, j'ai rasé ma tête. C'est l'engagement, c'est très symbolique. On renonce à certaines choses, à l'ego notamment. Mais je vivais dans la société, donc mes enfants m'ont dit, tu sais, maman, on aimerait mieux que tu aies des cheveux. Bon, et ça pose pas de problème. Donc, j'ai laissé repousser mes cheveux. Le but n'est pas de choquer. Donc, nous sommes des bodhisattvas dans la société. On peut se marier, on a le droit d'avoir un compagnon. Dans le zen soto japonais, on ne fait pas vœu de célibat. On peut avoir une épouse, un mari, des enfants. Et en fait, l'engagement, c'est l'engagement de servir les autres. C'est ça notre engagement. Évidemment, on a ce qu'on appelle les kai. Les kai, c'est comme des commandements de ne pas mentir, évidemment, de ne pas voler, de ne pas faire n'importe quoi, etc. On a toute une liste de vœux que nous prononçons, mais surtout, on est au service des autres. Et donc, moi, je me considère totalement comme une nonne et avec la médiumnité en plus au service des gens qui souffrent, bien sûr. On a souvent tendance à opposer justement la médiumnité à certains dogmes, alors que pour moi, normalement, c'est censé être l'amour inconditionnel, quel que soit le canal ou le prisme. En tout cas, ce n'est que mon point de vue. Certaines choses qui parfois me paraissent bizarres, si on veut rester cohérent sur le fait qu'on nous amène à aimer, à vibrer cette fréquence incroyable, sans jugement, avec tolérance. Alors, c'est assez compliqué avec les religions monothéistes, enfin les grands courants religieux. On peut dire que la médiumnité n'a pas bonne presse parce que les gens sont victimes quelque part de leur ignorance. Moi, je me suis heurtée, même chez les moines zen, hein, à une forme de rejet. Pas tous, Dieu merci, mais certains rejettent totalement et ne cherchent pas à savoir, c'est-à-dire que d'entrée, c'est non. Mais pour moi, la médiumnité, c'est quelque chose qui prend racine en l'être humain. On a ces capacités en nous, qu'on développe ou pas. Mais le rejet, c'est l'ignorance. Hein, voilà. Et puis, on met un peu tout le monde dans le même panier, c'est-à-dire voyance, médiumnité, ceci, cela. Moi, je dis toujours, c'est une affaire de discernement. Surtout que, à mon sens, on est tous médiums. On voit Oui. bien avec ces Ah oui. dernières années, tous ces enfants qui n'ont pas tous les filtres qu'on nous met en grandissant avec les croyances limitantes, avec les éducations, les cultures, Ouais. etc. Les enfants, ils ont cette vie et cette ouverture et cet émerveillement et cette connexion au vivant sous toutes ses formes. Mais bien sûr. Mais Après, les enfants, ils sont reliés. C'est plus près de la surface pour les enfants. Ils sont encore reliés avec le monde invisible et avec le monde spirituel. Et après, on nous le fait oublier. Hein. Après, on va développer, surtout en Occident, on va développer le cerveau gauche, qui est le cerveau du rationnel, le cerveau mental, et on va laisser de côté ce cerveau droit qui est le centre de l'intuition. Et les enfants, alors moi j'aurais beaucoup à dire sur les enfants qui s'incarnent à l'heure actuelle, parce que c'est des âmes fortes. oui. Ce sont des vieilles âmes qui sont en train d'arriver avec un programme d'aide à l'humanité. Donc, on a des enfants. Alors, le revers de la médaille, c'est que ces enfants-là, ils ont tellement fait le voyage X et X fois que l'enfance, c'est un moment difficile à passer pour eux. En fait, ça fait des gosses qui ont envie d'être grands avant d'être petits parce qu'ils connaissent la musique, ils sont déjà venus X fois. Et c'est des enfants très éveillés. Mais moi, je suis d'une confiance totale en l'avenir parce que je sais qu'il y a des bataillons entiers d'âmes qui arrivent à la rescousse de ce monde en perdition et j'ai aucun problème avec ça. Et les enfants, bah évidemment qu'ils sont reliés, les enfants. Nous, il faut surtout en Occident, encore une fois, où on s'est coupé du divin, on s'est complètement coupé du divin.
et bah, on a besoin de retrouver le divin en nous, quoi, ça ira beaucoup mieux. Mmh. Voilà, c'est sûr. En parlant d'enfants, vos enfants, notamment, dans le livre, vous parlez d'un de vos fils, avait, ces capacités, en tout cas, elles étaient, ouvertes et est-ce que vos 4 enfants ont cette sensibilité? Est-ce qu'ils utilisent leur médiumnité? Alors sur mes 4 enfants, je dirais que j'en ai 3 qui sont vraiment connectés. Le 4e, qui est l'aîné en fait, est beaucoup plus dans la matière. Mmh. C'est son karma de vie, il a besoin d'être dans la matière, ça ne veut pas dire qu'il ne croit pas, mais il a une incarnation qui est très matérialiste. Moi, je respecte. Alors mon second fils a vraiment des mains en or. Il a quelque chose, il a du magnétisme dans les mains, il a une forme de médiumnité, il est très connecté, il sent beaucoup les choses. Après, il n'est pas, installé comme médium, voilà, c'est un artiste. Un artiste, il est dans le son. Il fait du son depuis toujours. Il a travaillé avec des moines tibétains, c'est un créateur sonore, il a fait beaucoup de choses. Après, j'ai une fille qui est très connectée aussi, qui a une grande médiumnité, mais qui jongle entre sa vie de maman et puis sa vie de médium. Elle fait des soins, elle fait des Mmh. soins, elle a des mains formidables aussi. Elle trace sa route avec, mais avec, je dirais, vous savez qu'elle a 38 ans, donc elle est en pleine possession de sa vie de maman, de vie de femme. Alors tout ça est là. Après, on verra si elle développe. Et puis mon dernier fils, c'est un fils, pour moi, je dis, c'est mon little Bouddha. C'est un garçon qui a 34 ans, qui est musicien. Bon, on est dans une famille d'artistes, hein, chez moi. Moi, j'ai fait la danse, mon mari, est musicien également. On a un fils qui est bassiste et contrebassiste et qui, lui, est très, très connecté, mais alors avec une hyper sensibilité, qui, parfois lui a joué des tours. Parce que les hypersensibles, ils sont pas armés. Il avait aucune armure, donc il a été, souvent suivi par des psychologues pour l'aider justement à affirmer. Il n'avait pas d'ancrage. J'avais l'impression qu'il fallait, hop, redescendre. Voilà, c'est l'enfant des étoiles. Il fallait le faire redescendre. Mais tout le monde s'en sort plus ou moins bien, quoi. Ils s'en Mmh. sortent pas si mal. Et mon dernier fils va être papa bientôt. Donc, ça, c'est Génial. merveilleux, quoi. Ouais, 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 ouais. Vous dites que vous êtes une famille d'artistes. Effectivement, vous abordez la question de la danse. oui, Vous êtes arrivés à la danse tardivement par oui, rapport au processus habituel. oui. Qu'est-ce que la danse a changé dans votre vie? Mais en fait, je vais vous dire honnêtement, moi je suis persuadée que je suis une danseuse réincarnée parce que depuis mes 4 ans, que ça a commencé, la danse dans ma tête a commencé à l'âge de 4 ans. J'étais obsédée par la danse. Alors ça, c'est pour moi, c'est des réminiscences de vie Mmh. antérieure. Je ne parlais que de la danse. Je connaissais la danse classique par cœur. Vous voyez, c'est bizarre, mais je savais tout à fait ce que c'était la danse classique et j'avais des espadrilles. Maman m'achetait des espadrilles et je faisais des pointes sur Mmh. mes espadrilles et en fait, j'avais une passion, mais alors c'est presque une obsession dévorante pour la danse classique. Alors moi, j'avais des parents qui étaient, modestes. Je suis une enfant des années 50, hein, donc la danse classique, c'était un peu inaccessible. Bah, j'ai pas eu de cours de danse et par contre, moi, je dansais tout le temps, du matin au soir. Je montais des spectacles de danse tout le temps pour les bonnes sœurs, j'allais au patronage, tout ça et en fait, j'étais reliée avec ce monde de la danse classique et puis, la vie a fait que j'ai pas pu prendre de cours et j'ai dit un jour, je me rappelle avoir dit ça: «Un jour, je vivrai de ça. Un jour, je serai soit une danseuse, soit une prof, mais je sais pas, mais un jour, je vais tout faire» et c'était mal parti, croyez-moi et c'est arrivé à 28 ans. Ouais, c'est À ça. 28, bah oui, à 28 ans, d'un seul coup, miracle, moi je faisais des boulots comme ça pour gagner ma vie, je tapais à la machine, je faisais de l'intérim et cetera et j'en avais marre de tout ça et je ne savais pas quoi faire de ma vie et puis, je me suis retrouvée face à une femme aux assédiques. J'étais au chômage, femme seule avec des gosses. Elle m'a dit: «Vous avez droit à une formation».
«Qu'est-ce que vous voulez?» Alors je lui ai dit: «Bah, je veux être danseuse». Alors je m'attendais à ce qu'elle ricane Beh, oui, bien sûr. et pas du tout. Elle m'a dit: «Je vais vous aider». Et alors moi, j'étais entourée de gens, on m'a mis des gens en face de moi, mais qui se sont comment dire? Investis à 200 pour que je réalise mon rêve, ce qui est quand même extraordinaire. Et les assédiques sont alors c'est passé en commission, hein, et ça a été accepté. Alors je me suis retrouvée élève à 28 ans dans une grande école de danse de Strasbourg, à prendre des cours avec des gamines de 7 ans. C'est ça, ouais. Aucune importance pour moi et ils m'ont vraiment mis le pied à l'étrier et après les choses se sont enchaînées. Mais vous avez pas idée du bonheur que ça a été pour moi d'être enfin, dans la réalisation de ce rêve d'enfance, malgré les moqueries. Vous Mmh. avez des profs qui croyaient en moi, mais vous en aviez certains, je voyais bien qu'ils croyaient pas du tout en moi et que dans leur tête, ils se disaient: «Bon, cause toujours, tu seras jamais une danseuse parce que tu as 28 ans». Mmh. Alors moi, j'étais souple, hein, quand même, parce que j'avais toujours quand même travaillé cette souplesse. Mais il y a la technique, il faut intégrer toute la danse classique, c'est quand même pas C'est quelque chose de c'est facile. pointu la danse classique, oui, C'est oui. pointu, En quoi. effet, Alors c'est j'ai tout de suite compris que je n'allais pas faire une carrière de danseuse. C'était pas le but. Mon but, c'était d'être dans la danse mmh. et donc bah, voilà, j'ai rencontré après, une chorégraphe qui était dans le Rouergue, qui avait une école de danse dans l'Aveyron et je suis allée la voir et j'ai passé une audition et elle m'a prise et elle m'a formée. Et là aussi, on avait 2 cours de danse classique par jour et Katia, elle s'appelait Katia Cavagnac, c'est une femme, elle était impressionnée par mon parcours de nonne zen également, ça l'intriguait beaucoup. Elle était hollandaise et elle m'a prise en amitié et elle m'a formée aussi. Je dois beaucoup à ces gens, à ces femmes qui ont cru en moi. Il y avait un côté, on va l'aider quoi, elle est tellement motivée qu'on est obligé de l'aider. Mmh mh. Ah voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Quel message, est-ce que d'abord il y a un message que vous souhaitiez, faire passer avec le récit de votre histoire dans votre ouvrage de nonne zen à médium? Alors, le message que j'aimerais transmettre, ça s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes, en fait, c'est que, tout est impermanent. On peut toujours changer le cours de sa vie, le cours de son histoire. Il faut jamais s'avouer vaincu et que, on est là en permanence pour apprendre à la fois de nos erreurs et chaque opportunité est là pour vous faire rebondir. Moi, j'ai eu un parcours très chaotique. J'étais battue par mon père, hein, dès Mmh. l'enfance, j'avais un père extrêmement violent et je me rappelle, à 28 ans, j'ai fait une dépression nerveuse parce que ça couvait depuis des années. J'ai fait une grosse, grosse dépression et quand vous êtes dans le trou, vous avez pas beaucoup de lumière, qui vient vers vous, vous êtes très lucide, mais c'est une grande souffrance morale et je me souviens que j'allais chez un kinésithérapeute à Strasbourg qui a été comme un papa de substitution et qui m'a dit: «Mais vous avez l'air d'un petit poussin lâché dans la jungle», il me disait et je me suis rendu compte que j'étais rétamée complètement, j'étais à terre et il a fallu que je me reconstruise et petit à petit, je me suis reconstruite et il m'avait dit: «Ne cherchez pas à faire des grandes choses. Faites un gâteau, prenez votre aspirateur, nettoyez votre appart, faites des petites choses et les petits gestes du quotidien vont vous remettre en selle» et je voudrais dire aux gens qui m'écoutent que quel que soit votre degré de désespoir ou de difficulté personnelle, il y a une force en vous que vous ignorez et que si vous allez la stimuler cette force, vous êtes capable de grandes choses et on est tous des héros du quotidien quelque part, quel que soit notre vécu. Et moi, c'est un message extrêmement optimiste que j'ai envie de donner aux gens, que en fait, rien n'est impossible, quoi. Mmh mh. Voilà, je suis la Mary Poppins du zen et rien n'est impossible. Un très beau message. Qui est aujourd'hui, Solveig? Ah! Alors, bah, c'est une femme d'un certain âge et qui est toujours joyeuse en fait, qui est ça aussi c'est une des grandes découvertes. La médiumnité, le contact avec, ce monde invisible de l'au-delà m'a donné une joie
incroyable et très profonde et c'est quelque chose qui s'est installé en moi, à mon insu, en fait, je me rendais pas compte et donc il y a il y a une sorte de joie quotidienne quoi, d'être contente d'être là, je me dis: «Bon, bah, c'est vrai que je vis un peu sur mes acquis de danseuse, hein, parce que bon, le corps se fatigue quand même». Moi, j'ai 72 ans maintenant, donc bon, comme dirait l'autre, quelques heures de vol, mais en même temps, l'esprit ne vieillit pas. Et Mmh. ça, c'est évident qu'on se rend compte de ça. Le corps, oui, mais Mmh. l'esprit ne vieillit pas. Et moi, je suis très heureuse et très à l'aise d'aller voir des gens très jeunes quand je suis, en médiumnité publique. Bon, bah, il y a un peu de tout au niveau du public dans les associations et je suis très heureuse de voir des gens jeunes qui arrivent, qui s'intéressent à la médiumnité et qui, moi, j'essaye toujours de redonner du courage et de l'optimisme aux gens. C'est comme ça. Et je pense qu'on m'a donné cette capacité aussi pour ça. C'est un plus et voilà, bah, aujourd'hui, je suis plutôt une femme comblée, j'ai envie de dire, parce que j'ai un mari que j'adore et puis, j'ai l'occasion de bouger parce que j'ai un peu la bougeotte quand même. Alors, je suis très heureuse d'aller prendre ma voiture et d'aller à droite à gauche dans les associations, bah, démontrer qu'il y a une vie après la mort surtout et qu'il faut rester joyeux, Mmh. que les défunts sont très joyeux. J'allais vous poser la question, là, votre actualité, en fait, aujourd'hui, vous faites des consultations aussi individuelles? Heu, Absolument, alors comme je bouge beaucoup, bah, les gens me connaissent, en Bretagne, à Poitiers, et cetera. Donc j'habite un petit village du Jura, donc j'ai souvent des séances, en visio, en fait, avec les gens. Je travaille pas énormément avec les Jurassiens. mmh J'ai mh. quelques personnes qui viennent me voir, mais parce que, moi j'ai pris mon parti pris, c'est la médiumnité, c'est pas la voyance. Donc ça a beaucoup moins d'attirance pour il y a des gens qui veulent vraiment des prédictions sur l'avenir. Moi je dis: «Je fais pas». Je Mmh. fais pas les divorces, je fais pas les héritages, je fais pas les séparations. C'est pas que je ne veux pas critiquer les gens qui font ça, surtout pas, mais moi c'est pas mon truc. Mmh, 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 Moi mmh. ce que je fais, c'est le contact médium Mmh mh. et j'ai aussi une spécialité, c'est quelque chose qu'on m'a donné là-haut, c'est les vies antérieures et D'accord. ça, pour moi, c'est une passion absolue d'aller chercher dans la vie antérieure de la personne qui me consulte, l'origine d'un traumatisme actuel. Alors ça, c'est un vrai travail, d'investigation. C'est extraordinaire, quoi. Ça se passe comment? C'est uniquement par, canalisation? Absolument. En fait, je vais vous dire, quand je suis en médiumnité avec une consultante, il y a un défunt de la famille de la personne qui se présente à moi. C'est comme si ce défunt me prend par la main et m'emmène dans un film ancien. Mmh. C'est un voyage dans le temps. Mais j'y vais pas toute seule. J'y vais toujours en compagnie, en très bonne compagnie, avec une grand-mère, un grand-père, une tata, un tonton. Ces gens-là m'emmènent, c'est une façon de me protéger également parce que c'est très fatigant. Ce voyage dans le temps, est très énergivore, ça me prend beaucoup d'énergie et ça dure pas très, très longtemps, mais je suis projetée dans une époque, je pourrais dire ça comme ça. Je suis projetée dans un lieu, dans une époque et je vois la vie de la personne. Ah, c'est absolument incroyable, quoi. Mais parfois, quand je reviens à aujourd'hui, je suis extrêmement fatiguée. Mmh. Ça prend beaucoup d'énergie, mais ça vaut le coup parce que moi, j'ai rien demandé, hein, c'est arrivé comme ça, donc je me dis: «Il y a une raison» et le fait d'aller voir ses vies antérieures, c'est une clé, ça donne une clé à aujourd'hui. Donc il y a une vraie raison. C'est Mmh pour que mh. la personne, se libère, des vieux traumatismes, voire, des vieilles blessures qui sont encore là, physiquement, quoi. Ouais, c'est intéressant, c'est passionnant. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu l'occasion Ouais. d'aller à la rencontre de certaines de mes vies et effectivement, j'ai mieux compris Ah oui, certaines choses de mon présent. Parce que, absolument. il y a des personnes qui vous disent: «Oui, mais alors tu es nostalgique», mais pas du tout, c'est pas pour Ah non, revivre le non, passé, non, c'est pour non, non. mieux vivre mon présent, en fait. Exactement, bah, oui, c'est le but, en fait. Comme je dis aux gens alors moi, j'ai cette chance extraordinaire, c'est que
L'au-delà ne me montre pas une vie uniquement pour une histoire de curiosité, me montre une vie qui a un lien avec aujourd'hui. Sinon, c'est pas la peine. On s'en fiche complètement de savoir si on a été, pharaon ou si on a été une princesse. En fait, ce qu'on va me montrer, c'est la vie qui pose problème avec aujourd'hui, où on n'a pas, l'âme n'a pas digéré quelque chose et Ou porte encore ça. ou Ouais. alors parfois c'est aussi pour nous reconnecter à une Mais oui, aptitude, à un bien sûr. don qu'on a de vie en vie, mais qui est complètement enfoui. Il y a ça aussi. D'accord avec ça, complètement d'accord avec vous. Effectivement, en allant voir que c'est arrivé il y a pas longtemps pour moi, j'ai vu que cette femme, elle avait été guérisseuse. Il y avait des choses dans les mains et qu'elle avait complètement zappé, Mmh mh. effectivement. Donc ça, c'est une porte ouverte, fabuleuse parce qu'on se reconnecte à son âme profonde, en fait. Mmh mh, mmh Donc mh. c'est très, très utile. Ouais. Je canalise aussi les défunts, mais moi je ne les appelle pas. C'est dans ma Moi dans non plus. ma vous non plus, donc ils Non viennent plus. parce que du coup, si parfois moi j'ai des demandes, de personnes qui m'appellent, qui me disent: «Je voudrais» parce que moi je fais aussi de la voyance, mais c'est pas de la voyance pour savoir si vous allez vous marier demain matin. C'est Oui, oui, plus de oui. la voyance de développement personnel justement, c'est on va me dire où la personne est censée travailler, ce qu'elle OK. a à libérer, c'est plus dans cette optique-là et notamment Je depuis quelques comprends. années, mon Mmh. mon travail a beaucoup changé parce qu'on n'est D'accord, que de simples messagères, vous et moi et d'autres. Nous, on n'a aucun pouvoir, on est là pour transmettre humblement ce qu'on nous demande de transmettre. Il y a des gens qui me demandent, par exemple, qui me disent: «Moi, je voudrais rentrer en contact avec, mon mari défunt». Moi, je leur dis: «Je suis pas la bonne personne puisque je ne suis pas certaine que ce soit votre mari qui vienne et je suis même pas certaine qu'il y ait un défunt qui vienne. Donc, je ne pratique pas non plus ce que vous faites en conférence publique, en séance publique. Ça, moi, ça fait pas partie de ma mission, vous voyez? Mais en revanche, effectivement, je peux être à un dîner avec des amis et d'un seul coup, comme vous, il y a la grand-mère, le petit frère, qui apparaissent. Alors, en général, je dis: «J'ai un message pour toi, est-ce que tu veux le recevoir?» Mais bah, je bien sais plus sûr. ou moins quand c'est des gens que je connais, maintenant je sais qu'ils aiment recevoir les messages parce que ça les apaise, ça les réconforte. Mais quand ce sont des gens que je ne connais pas, c'est toujours plus délicat, comme on disait en tout début de ces Bah, de bien cette sûr. émission. Alors Valérie, je n'appelle jamais les défunts non plus parce que, ce serait outrepasser quelque chose. Mmh. Les défunts viennent spontanément ou ne viennent pas. Alors ça, c'est quelque chose que j'explique avant. Quand les gens me disent: «Moi, je voudrais mon père», je dis: «Attendez, ça va pas ça marche pas comme ça». Le défunt, on peut lui donner un petit rendez-vous, c'est évident, mais encore faut-il qu'il puisse venir. Ils sont pas toujours en capacité. C'est pas une question de vouloir, parfois ils ne peuvent pas et donc ça, c'est quelque chose qui doit être acquis, que la personne prend le risque d'avoir de n'avoir personne. On peut attendre papa et on aura grand-mère, Mmh. on ne sait pas et en médiumnité publique, c'est complètement différent. Alors moi, je ne prends pas de photos. Les défunts, c'est spontané, je suis face à une assistance, je suis une clairaudiente, donc le défunt se présente, va se décrire, parfois il donne un prénom, parfois il n'en donne pas, mais il se débrouille toujours pour, Être donner identifié. pour être identifié, alors ça, c'est quand même génial. Donc, un coléreux, par exemple, peut se montrer, en état de colère, un blagueur va faire des blagues, enfin voilà et tout ça se fait le plus naturellement possible. Alors, vous savez, des fois, il y a 3 p si je dis, il y a une dame qui était infirmière, elle me montre, un métier d'infirmière et un couloir d'hôpital, des fois, il y a 3 personnes qui lèvent la main, mais moi, je vais avoir le détail supplémentaire qui fait qu'on aura la bonne personne. Mmh. Parce que le défunt va donner le détail supplémentaire. Finalement, les choses se font naturellement. Elles se font automatiquement, naturellement. Mais c'est vrai qu'il faut bien que les gens comprennent qu'on ne convoque pas un défunt. C'est ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors, bon, si les gens après, sont, comment dire? Frustrés éventuellement, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Mmh mh. On ne peut pas faire grand-chose, mais je pense quand même que beaucoup de gens le comprennent ça, que Oui. que les défunts, on ne peut pas les convoquer en fait. Mmh Moi mh je mh. pense que et puis de toute façon, quelle que soit la personne qui vient, il y a toujours quelque chose. Quelque chose à dire, oui.
mais bien sûr. Alors, Ouais. est-ce que, comme vous disiez que, bah, en tout cas, quand vous remontiez dans des vies antérieures, ça vous épuisait, là, je suppose qu'aussi quand on brasse beaucoup d'énergies, diverses, ça fatigue. Est-ce que vous avez un petit rituel avant chacune de vos prestations? Alors Sans nous le dévoiler non, parce que non, ça ouais, n'est pas bien sûr. privé. Donc avant la prestation, je fais quelques minutes, comment dire? De connexion avec la lumière. Mmh. C'est une sorte de protection. Je peux dire que je me mets dans une sorte de cylindre lumineux. Voilà, c'est ma Mmh. façon à moi et puis, j'ai une petite vierge qui a été fabriquée par le père André Marie, qui est un homme, extraordinaire, qui a voué sa vie aux pauvres. C'est vraiment, un homme qui fait des conférences que je connais bien et il m'a donné une petite. Il fabrique, vous savez, avec les instruments qui donnent la mort, il fabrique des instruments qui donnent l'amour. Alors il Mmh. fait des petites saintes vierges en métal et ce métal est issu des obus de la guerre de 14. Ah, C'est-à-dire, incroyable. des obus qui tuaient les gens, il les transforme en quelque chose qui donne de l'amour. Donc il m'a donné une toute petite Sainte Vierge, en métal et je la tiens dans la main et je l'embrasse et je Mmh. demande la protection. Voilà, c'est tout. Mmh. Moi, je demande une protection et puis, donc, si je ne le fais pas, il manque quelque chose et donc je suis très vite rappelée, à l'ordre quelque part, il faut quand même demander une protection. Ça, c'est pour avant et parfois, on a des médiumnités en séance qui sont, émotionnellement plus lourdes que Oui. d'autres, vous le savez bien. Mmh. Alors moi, ma méthode, c'est la pâtisserie. C'est génial. C'est direct pâtisserie, je vais me chercher un gâteau au chocolat et c'est retour à la vie, quoi. Parce que je ne compte pas les fois où mon mari sait très bien ce que je vis. Il est d'un soutien total et en fait, des fois, il revient à la maison, il rentre du boulot, il voit tout de suite à ma tête si je suis bien ou pas bien, si la séance s'est bien passée ou si ça m'a beaucoup impactée. Alors, quand il voit, que ça m'a beaucoup impactée, il m'emmène, on va faire un tour en voiture et il me change les idées. Parce que des fois, je suis très perturbée aussi quand on a des cas qui sont très lourds. On n'est pas des machines, on a aussi on a beau dire: «On prend de la distance», bah, des fois vous êtes impacté quand même, hein. Mmh. Donc c'est très, voilà, moi c'est pâtisserie ou promenade en voiture. Très bien. Alors, avant de nous quitter, si je vous prêtais ma baguette de fée, à quoi vous servirait-elle? Ah, ça c'est une jolie question. Je mettrais la baguette sur la tête des gens, tous les gens que je rencontre et je leur enlèverais le désespoir. J'enlèverais le désespoir de la tête des gens parce que c'est un poison le désespoir. C'est un poison qui rentre dans nos veines et qui nous fait voir la vie en noir et je donnerais de la joie à tout le monde. Voilà, j'enlèverais le désespoir aux gens. Voilà. Merci beaucoup. Vraiment, je vous remercie, Solveig, d'avoir partagé ce moment avec nous. Je rappelle que votre livre «De non-zen à médium» est paru aux éditions Symbiose. Je vous remercie tous de suivre, les émissions scintillantes. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager. Prenez soin de vous, rayonnez l'amour comme disent mes amis les fées et à très bientôt. Merci, au revoir.